Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Peu de temps avant sa disparition, Romy Schneider est revenue d'Allemagne où elle a tourné La Passante du Sans Souci. L'année précédente, son fils David est mort dans des circonstances tragiques. L'auteur nous invite à partager les derniers mois de l'actrice jusqu'à cette dernière nuit où elle va s'éteindre, emportée par la douleur sourde qui ne l'a pas quittée une seconde de son existence. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. David, c'est sa manière de respirer, sa colonne vertébrale qui l'a fait se tenir debout dans la vie. Pour obtenir la garde exclusive du petit garçon, elle a accepté de céder la moitié de sa fortune à l'acteur et metteur en scène et ancien déporté Harry Meyen, quelques années plus tôt, lors de leur séparation. Ce que Romy ignore, c'est que Harry n'a pas touché à l'argent. Une fois en possession des fonds, il en a placé l'intégralité au nom de leur fils pour qu'il puisse en disposer à sa majorité. Un divorce difficile, pour lequel aucun des deux protagonistes ne s'est rendu à l'audience, mais une véritable libération pour Romy. Il était temps. Nous nous trouvions coincés au fond de l'impasse, absorbés dans un train-train dont nous ne serions plus sortis. Nous nous sommes arrangés confortablement. J'entends par là que nous n'avons pas réfléchi à nous. Si tu es honnête, Harry, tu admettras que notre vie commune, en apparence très confortable, s'est détériorée, comme les autres, et que dès la 2e année, nous n'avons plus tenté le moindre effort. Et le soir, il y avait trop de salade de pommes de terre et de télévision. Lentement, nous avons sombré dans un état de permanente somnolence. À aucun moment, par exemple, nous n'avons discuté de ma personnalité, de mon passé, de mes origines. Notre situation, par la suite, s'en est ressentie. J'ai d'ailleurs veillé avec soin à ne jamais t'en donner l'occasion, tant je m'étais employé à élaguer mon passé avec différentes astuces. J'ai dit « Je fais du cinéma et rien d'autre ne m'intéresse ». Et c'est un fait que rien n'offrait d'intérêt à mes yeux, hormis mon métier. Ou alors, très superficiellement. J'ai fini par tourner trop de films. Et lorsque je rentrais à la maison, entre 2 tournages, j'étais fatiguée physiquement et vidée mentalement. Tu as donc arrangé notre quotidien, notre foyer et j'ai laissé faire. Je voyais s'échapper, à mesure que le temps passait, la possibilité de me construire une existence en dehors de mon travail. Ce métier est, pour une femme comme moi, hérissé de dangers. La griserie d'un emploi plein d'attraits délicieux a tôt fait de vous emporter vers des hauteurs inaccessibles où l'on se met à jongler comme une funambule, négligeant totalement de regarder en soi. C'est une attitude que je m'emploie à corriger à présent. Pendant un certain temps, j'ai même été heureuse. Les 2 années pendant lesquelles je n'ai pas travaillé après la naissance de David. Mais à mesure que le temps passe, d'autres activités communes devraient venir s'ajouter. Tu t'es beaucoup trop soucié de moi et pas suffisamment occupé de moi, et j'ai laissé courir. Nous avons reconnu que c'était une erreur, et nous avons maintenant une nouvelle chance. 4 ans plus tard, le 14 avril 1979, Harry est retrouvé pendu avec son écharpe à l'échelle de secours longeant son balcon. En vacances à Mexico, Romy s'est précipitée pour assister à ses obsèques. En mettant fin à ses jours, Harry
l'absent qui ne s'est jamais remis de leur séparation, est redevenu plus vivant que jamais. Une ombre entêtante glissait dans sa vie et celle de leur fils, aux portes du néant, qui se dévoile sous leurs pieds. La presse allemande se déchaîne contre celle qui est partie et lui a enlevé son enfant et qui l'accuse d'être l'instrument de sa mort. Si David en a souffert, il peut compter sur l'amour du nouveau compagnon et ancien secrétaire particulier de sa mère, Daniel Biasini, chez lequel il a retrouvé une figure paternelle rassurante au fil du temps. L'union a pris place dans le jardin d'hiver du Grunwald Hotel à Berlin-Ouest, avec pour témoin une amie de Romy, Christiane Holger, et son avoué Gerd Joachim Russ. La cérémonie n'a duré qu'une dizaine de minutes, de 14h25 à 14h35. L'assentiment de chacun des deux époux a été donné dans la langue maternelle du futur conjoint. Daniel a prononcé « ya » et Romy « oui ». Parmi les invités, le metteur en scène Claude Sautet, les parents du marié, le coiffeur Alexandre qui a réalisé la coiffure inédite de la mariée. À 17h20, le couple s'envole pour Paris où aura lieu la véritable noce. Romy, enceinte de 5 mois, elle fera une fausse couche quelques jours plus tard, a 38 ans, et Daniel, 28. Le repas, célébré à l'hôtel Guérus, est composé ainsi. Consommé crème de tomate smetana, toast melba au beurre servi avec un Kanzemer Altenberg 1974, médaillon de vos princesses avec un château de Salles 1970, ananas frais, Schloss Hotel Guérus avec champagne Dom Pérignon, pâtisserie avec mocha et alcool au choix. Le coiffeur Alexandre se souvient que la mariée avait porté son choix sur une robe de mariée d'inspiration romantique. Je suis allé chercher mes idées parmi les images de l'époque du cinéma muet, bouclettes éparpillées et couronnes de fleurs champêtres descendant bas sur le front. Les fleurs de marguerite, violettes, roses, sont en soie. J'ai fait la première coiffure de Romy pour le tournage du film Christine il y a 16 ans. Depuis ce jour, je n'ai plus cessé de créer ces coiffures. Je pense que c'est par amour qu'elle l'a fait. Un geste d'amour, sans aucun doute. Quand on vit avec quelqu'un que l'on aime vraiment, il vaut mieux se marier. C'est également plus convenable. Le soir, la fête se poursuit à l'Orangerie, le restaurant de Jean-Claude Brialy situé sur l'île Saint-Louis. Au nombre des 35 convives paraissent Claude Sautet, les acteurs Helmut Berger et Jean-Claude Brialy. Au menu, salade de haricots verts au foie d'oie frais, côte de bœuf, plateau de fromage, sorbet et champagne. Le couple partage une grande passion qui se ternit en moins de 3 ans, malgré la naissance de Sarah en 1977. Romy est capricieuse, parfois odieuse, autoritaire, en demande d'amour et de preuves d'amour jusqu'à satiété et épuisement des siens. Sur ses tournages, elle peut se montrer monstrueuse, use de chantage, martyrise les uns et les autres, s'enferme, blessée, dans sa caravane pour les détails les plus insignifiants, happée par un désir d'absolu et de perfection qu'elle ne sait ni nommer ni comprendre. Daniel s'éloigne, et Romy ne fait pas grand-chose pour le retenir. L'amour, une fois encore, glisse entre ses doigts malhabiles, quand vivre et aimer n'est plus un rôle à répéter, mais une réalité à vivre au quotidien. Ce quotidien pour lequel elle est si peu douée, contraste éclatant à l'aune de son talent figé sur la pellicule. Au téléphone, elle a parlé divorce, sans y penser. Lui l'a prise au mot. Le mot de trop, sans doute. Il est finalement revenu de Los Angeles
sur instance de ses proches, avant de repartir, impuissant à souffler sur les cendres d'un amour agonisant. David vit d'autant plus mal leur séparation depuis qu'un nouvel homme, Laurent Pétain, est entré dans la vie de sa mère lors du tournage de Fantôme d'amour en Italie. Ce 5 juillet 1981, David passe le week-end à Saint-Germain-en-Laye chez les parents de Daniel. Il fait beau ce dimanche-là. À 16h30, le gamin de 14 ans revient d'une course à vélo à Montesson avec des copains. Pour ne pas déranger les Biasini, il a pris l'habitude d'escalader le portail de la belle demeure bourgeoise du 2 de la rue de Lorraine, en prenant appui sur un fil de fer qui soutient un plan de lierre. Hélas, le fil de fer se rompt. David perd l'équilibre avant de s'empaler sur l'une des pointes de métal de la grille. Titubant, les mains plaquées sur la plaie d'où s'échappe un filet de sang, il n'a que le temps d'atteindre la maison avant de s'effondrer, l'artère fémorale perforée. Alors que les pompiers le prennent en charge, l'enfant, blême, se tourne vers le couple et Daniel agenouillé à ses côtés. « Je ne vais pas mourir, hein ?» Dans les couloirs de l'hôpital, le chirurgien s'avance, le visage sombre. Il vient de quitter le bloc opératoire. Son pas dans le couloir brise le silence insupportable. Il s'approche vers la famille rassemblée. Aromi, accouru en urgence défaite, il a ces mots terribles, glacials. « C'est fini. Je suis vraiment navré. » Un hurlement animal et un grand trou noir dans lequel elle chavire aux confins de la folie. Cet été-là, Romy est entrée dans les limbes labyrinthiques d'un hiver interminable. Daniel Biasini se souviendra de ce cri, strident, désespéré, le cri le plus terrible que j'entendis de ma vie. Elle traverse les obsèques comme une somnambule. Son visage amaigri, mangé par d'immenses lunettes noires et un foulard, littéralement porté par son frère Wolf, sa belle-sœur et Alain Delon, son ancien amour devenu une épaule amie. Pendant que les paparazzi guettent le départ des limousines, elle s'est dissimulée, allongée sur le plancher d'une Volkswagen pour fuir le cimetière. Épreuve abominable, la presse allemande a diffusé des clichés de l'enfant à la morgue. Le corps recouvert d'un drap blanc, son visage blême, comme endormi. Un photographe déguisé en infirmier a osé profaner ces derniers instants. Pourquoi tout cela me frappe-t-il ?
David est tout ce que j'aime. J'ai enterré le père, j'ai enterré le fils. Je ne les ai jamais quittés, ni l'un, ni l'autre. Et moi non plus, ils ne m'ont jamais quitté. Elle n'est pas retournée vivre dans l'appartement de l'avenue Bugeaud. Depuis, Romy pose sa valise chez tous ceux qui lui ouvrent leurs portes. Réfugiée à Orgeval chez le père de son compagnon Laurent Pétain, certains journalistes ont forcé une serrure pour pénétrer dans la maison avant d'être arrêtés par les gendarmes. Un temps, elle a trouvé refuge chez Jean-Claude Brialy dans son superbe château de Montieu en Seine-et-Marne. Mais partout, derrière les fourrés et les arbres du parc, les hyènes ont flairé l'odeur du sang et la traque au téléobjectif. Son âme nomade, poussée toujours plus loin, c'est la fuite, incessante. Là, sur ce canapé, elle passe 2 jours. Dans cette pièce, elle se calfeutre 1 semaine. Chez les uns, chez les autres, elle est partout et nulle part à la fois. Dans ce kaléidoscope de douleur, les couleurs s'affadissent. De ces ciels entrevus de chambres en exil hâtivement habitées, hâtivement abandonnées, elle ne garde que des impressions ternes et diffuses assorties à son cœur déchiré. Dans ses jours aux Seychelles, elle ne garde qu'un bleu éphémère, mais tenace en souvenir. Pas le mirage sans chaleur. Sous l'emprise des barbituriques, elle dort mal, peu, voire pas du tout. Elle boit, épingle des photos de l'enfant partout. Si elle l'a porté en terre après l'avoir porté en elle, Romy se refuse à en intégrer la véritable vérité, encore moins à l'accepter. La nuit, témoin privilégié de leur conversation secrète, elle lui écrit de longues lettres, griffonne de petits mots disséminés ici et là, lui parle à voix haute pour éloigner les ténèbres, danse morbide vouée à abolir les frontières entre les vivants et les défunts. Son petit fantôme ne la quitte pas. Elle pourrait presque le voir sourire dans sa tempête, sa main ébouriffant ses cheveux blonds. Les souvenirs affluent comme un torrent. David à tous les âges, qu'elle tente de retenir de toutes ses forces, mais que le courant emporte au loin. Chaque nuit le fait revivre pour un nouveau voyage, une traversée abominable où l'aube l'arrache à cette réalité biaisée. Le jour n'en est que plus intolérable. Ses yeux s'entr'ouvrent et la vérité s'abat sur sa conscience comme un déluge de gifles. L'enfant n'est plus. La voilà face au vide infini de la vie. À l'alcool, Romy associe les psychotropes, afin de tromper la vigilance de ses proches, des complices veillent. Louis Boson, intime de Marlène Dietrich, porte régulièrement des paquets de livres chez Romy. Intrigué, un jour qu'il arrive plus tôt que prévu, il découvre que Marlène a creusé les pages des ouvrages avec un couteau pour y dissimuler des boîtes de Captagon, une amphétamine aujourd'hui prohibée. Consommé en grande quantité, ce psychotrope favorise les crises cardiaques. L'enfant est mort. Une mort stupide, comme le sont toutes les morts qui rattrapent les enfants. Participer à l'adaptation cinématographique du roman de Joseph Kessel n'en est que plus important désormais. Ce tournage à Berlin, ville où David est né 14 ans plus tôt, elle le portera comme une offrande, un suaire où se couler et ne faire plus qu'un avec son petit corps supplicié. David avait beaucoup aimé le livre de Joseph Kessel. « Accepte, maman, c'est un futur César !» L'actrice Madeleine Remasson lui avait également soufflé l'idée autrefois. La passante du sans-souci sera un rôle magnifique pour vous. Moi, je suis trop âgée pour l'interpréter.
Romy est épuisée. Mais comme c'était un souhait de David. Maintes fois, elle s'est prise à haïr ce petit garçon qui a le même âge que son fils et auquel elle donne la réplique à l'écran. Maintes fois, elle s'est écroulée durant les prises. Il a fallu la porter dans sa loge, farder sa peine pour la rendre belle, rajuster le col de la cape de princesse, retenue par une broche précieuse, chausser les escarpins de satin opale, lisser ses mèches rebelles, chasser l'ombre sale du mascara. Le sujet lui tient particulièrement à cœur. Cette dénonciation du Troisième Reich, Romy en a déjà porté haut l'étendard avec le cardinal, mais surtout le vieux fusil et le train. Cette page de l'histoire, elle ne peut oublier qu'elle en a été une contemporaine. À sa naissance, le 23 septembre 1938, l'Allemagne a déjà annexé l'Autriche depuis le mois de mars. En novembre, les pogroms de la nuit de cristal dessinent les prémices de la Shoah. 91 juifs y sont assassinés, des centaines battus et blessés, 30 000 d'entre eux déportés. Pendant des heures, les nazis, aidés de citoyens ordinaires, font régner la terreur, des grandes villes jusqu'aux plus petites bourgades. 267 synagogues et 7500 commerces sont saccagés et brûlés en quelques heures, les cimetières profanés. La fillette vit alors dans un luxueux chalet de bois de 14 pièces que sa mère, l'actrice Magda Schneider, a fait construire à Schnau, dans les Alpes bavaroises. À 20 km de là, Hitler règne en maître sur son nid d'aigle de Berchtesgaden, à 1834 mètres d'altitude, un cadeau du haut dignitaire nazi, Martin Bormann, dont les enfants partagent les jeux de Romy et de son petit frère Wolf. Dans ce décor bucolique où résonnent les bruits des bottes, Magda se fait complaisamment photographier et filmer en Technicolor auprès du Führer, dont on laisse entendre qu'ils sont davantage que des amis, sous le regard amical et complice d'Eva Braun. Du régime, elle obtient même d'être exemptée d'impôts. Cette macabre complicité s'étend à la dynastie presque entière. Le père de Romy, Wolf, membre des SS depuis 1933 et protégé de Goebbels, n'est pas en reste, tout comme sa grand-mère paternelle, Rosa Albacretti, comédienne fermement engagée sans ambiguïté dans la propagande hitlérienne et de toutes ses criminelles théories. De cette compromission inavouable, cette faute originelle, Romy garde un sentiment de honte. Ce n'est pas un hasard si ses enfants portent des prénoms hébraïques. Quelques semaines encore, et les projecteurs s'éteignent. Les techniciens plient bagages. Chacun se sépare. La star s'engouffre dans sa voiture. Le chauffeur démarre. On rentre à Paris. Les paysages défilent. En filigrane entre les arbres, le visage de David mêlé aux souvenirs de Magda dans les bras d'Hitler, sans tête, image obscène, insoutenable, impardonnable. En 10 mois, elle a déménagé 28 fois. Avec Laurent, elle a fini par acheter au mois de mars 1982 une belle maison ancienne partiellement recouverte de lierre à Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines, à une 50aine de kilomètres de Paris. C'est pourtant son compagnon qui a payé l'acompte pour la propriété. En dépit d'une filmographie prodigieuse et enviée,
Romy est ruiné. Son compte en banque à Zurich n'est créditeur que de 2300 francs suisses. En attendant la fin des travaux, le couple loue un appartement au 11 rue Barbet de Jouy, au cœur du 7e arrondissement de Paris. Peu avant le drame, un journaliste lui a rappelé qu'elle garde toujours un mot du professeur d'art dramatique, Max Reinhardt, avec une citation à l'usage des comédiens. « Garde bien ton enfance dans ta poche, car c'est tout ce que tu as. » Après cette citation, vous avez mis 3 points d'interrogation. Pourquoi ? Ce serait bien, je crois, d'avoir une vraie enfance, soit pour la dépasser, soit pour l'accepter complètement, mais je ne peux m'appuyer que sur très peu de choses. Ma vie a toujours été trop marquée par le cinéma. Son dernier cachet de La Passante du Sans-Souci, d'un montant de 1 080 000 francs, s'est déjà volatilisé on ne sait par quelle chose trappe. Il faut dire que son beau-père, Hans Herbert Blatchem, un homme d'affaires douteux, a dévoré une partie importante de sa fortune. Son avocat, fiscaliste suisse, Henrik Kastlin, s'est chargé d'en détourner une autre partie. Sur leur lancée, ses époux ont épuré ses comptes. Elle-même a toujours privilégié un train de vie dispendieux. Des 18 millions de francs gagnés tout au long de sa carrière, ne reste que 7 millions de dettes au fisc français. Chez le coiffeur Alexandre, elle a exigé une nouvelle coupe, courte. En partant, elle lui a offert son précieux bracelet en or, acheté chez Van Cleef & Arpels, en lui disant « Porte-le toujours, en souvenir de moi ». Dans une suite de l'hôtel Crillon, elle pose une dernière fois pour le magazine Vogue. Nerveuse, tendue, elle parle vite, sourit beaucoup, s'intéresse à tout ce qui l'entoure. « Je ne suis pas assez belle. Laissez-moi plutôt prendre des photos de vous », lance-t-elle au photographe Arthur Elgort et à ses amis présents. Quelques jours auparavant, elle a rédigé un Nouveau Testament en faveur de sa fille et de Laurent. Dans une chambre, la petite Sarah dort avec sa nurse. Il est 1h du matin ce 29 mai 1982. Laurent et Romy viennent de rentrer. Lui s'endort, seul.
pendant que de son côté, Romy honore son rendez-vous quotidien avec David. À un magazine féminin, elle rédige une lettre. Sa fille est souffrante, une rubéole. Il faut reporter leur entretien. Une fois de plus, une fois de trop, le vin et les médicaments engourdissent sa souffrance. Vers 3 heures, sa main glisse sur le papier, au milieu d'une phrase inachevée. Un grand trait défigure la page blanche. C'est lové au creux du fauteuil Voltaire dans son tailleur pantalon blanc que Laurent la découvre au salon à 7h30. Il la porte jusqu'à son lit, la couche, inconscient de la funeste vérité, avant de réaliser qu'elle ne se réveillera jamais. Michel Piccoli, Claude Berry et Jean-Claude Brialy, l'ami de toujours, accourent aussitôt prévenus. Le téléphone ne cesse de sonner, la porte d'entrée s'ouvre et se referme sur de nouveaux visiteurs aux yeux rougis et bêtés, aux voix brisées et démunies de mots. Jean-Loup Dabadi, qui a écrit plusieurs scénarios de ses films, se présente au domicile du couple. Laurent Pétain m'a ouvert la porte. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Il m'a emmené alors dans le petit salon où se trouvait Alain Delon complètement défait. J'ai vu la photo de David que Romy avait regardée avant de mourir. Laurent, Alain et moi, nous sommes embrassés. Nous étions des hommes dévastés. Laurent m'a dit « Va la voir. Elle est dans sa chambre. » La pièce était plutôt sombre, juste un filtre de lumière passait à travers les rideaux. Sur le seuil, je n'osais pas entrer. Je regardais ma Romy, étendue sur le lit, sans vie. Après une longue hésitation, je suis approché d'elle pour l'embrasser. Je me rappelle cette sensation. Comment dire, si inhumaine. Ses lèvres étaient glacées. J'ai dit une prière. Ce soir-là, je voyais un mort pour la première fois de ma vie, et c'était elle. C'est incroyable mais vrai. Je n'avais encore jamais vu de cadavre. Quelques heures plus tard, le suicide de Romy Schneider fait déjà la une des premières pages de journaux. Le substitut du procureur refuse l'autopsie pour ne pas profaner ce corps devenu celui d'une légende. Ce corps, réduit par la démission de la vie à l'état de dépouille, je ne pouvais me résoudre à en faire une carcasse, palpée, manipulée. Je ne pouvais pas me résoudre à détruire le mythe en faisant de la star une simple mortelle. Et j'ai pris la décision de délivrer le permis d'inhumer. L'actrice Maria Schell lui rend l'un de ses hommages les plus poignants. Quand la force d'âme s'éteint, déclara-t-elle après le drame, l'existence perd toute sa valeur, et il se crée à ce moment une situation dans laquelle la mort est très proche. Romy se débattait, elle aussi, solitaire, dans l'obscurité. Elle aurait sans doute pu faire illusion quelque temps, dissimuler, donner le change, faire semblant d'aimer. Mais elle n'a pas pu trouver le bout du tunnel. Pour Jean-Claude Brialy aussi, la mort qui rôdait autour d'elle rendait sa fin inéluctable. Romy est allée très loin, et elle n'en est jamais revenue. Le plus beau des témoignages, c'est à Alain Delon, son premier grand amour, que nous le devons. Devant sa dépouille, il prend 3 polaroïds qu'il conserve depuis dans son portefeuille et qu'il ne montrera qu'à Sarah si un jour elle en fait la demande. 1 an plus tôt, elle avait raconté qu'Alain ne lui avait jamais écrit. Il n'écrivait que des mots brefs. Le plus long, c'est celui où il m'a annoncé qu'il m'abandonnait. Je tournais aux États-Unis et quand je suis rentrée à Paris, la maison était vide. Il y avait un bouquet de roses avec un petit papier. Je suis à Mexico avec Nathalie. 1000 choses. Alain.
Il se recueille, seul, dans la chambre silencieuse, et il écrit une longue lettre, sa première à son attention. Je te regarde dormir. Je suis auprès de toi, à ton chevet. Tu es vêtu d'une longue tunique noire et rouge brodée sur le corsage. Ce sont des fleurs, je crois, mais je ne les regarde pas. Je te dis adieu, le plus long des adieux, ma poupée. C'est comme ça que je t'appelais. Ça voulait dire petite poupée en allemand. Je ne regarde pas les fleurs, mais ton visage, et je pense que tu es belle, et que jamais peut-être tu n'as été aussi belle. Je pense aussi que c'est la première fois de ma vie et de la tienne que je te vois sereine et apaisée. Comme tu es calme, comme tu es fine, comme tu es belle. On dirait qu'une main, doucement, a effacé sur ton visage toutes les crispations, toutes les angoisses du malheur. Je te regarde dormir. On me dit que tu es morte. Je pense à toi, à moi, à nous. De quoi suis-je coupable ? On se pose cette question devant un être que l'on a aimé et que l'on aime toujours. Ce sentiment vous inonde, puis reflue. Et puis, l'on se dit que l'on n'est pas coupable. Non, mais responsable. Je le suis. À cause de moi, c'est à Paris que ton cœur, l'autre nuit, s'est arrêté de battre. À cause de moi, parce que c'était il y a 25 ans et que j'avais été choisie pour être ton partenaire dans Christine. Tu arrivais de Vienne et j'attendais à Paris avec un bouquet de fleurs dans les bras, que je ne savais comment tenir. Mais les producteurs du film m'avaient dit « Lorsqu'elle descendra de la passerelle, vous vous avancerez vers elle et lui offrirez ses fleurs. » Je t'attendais avec mes fleurs, comme un imbécile, mêlé à une horde de photographes. Tu es descendu. Je me suis avancée. Tu as dit à ta mère « Qui est ce garçon ?» Elle t'a répondu « Ce doit être Alain Delon, ton partenaire. » Et puis rien. Pas de coup de foudre, non. Et puis je suis allée à Vienne où l'on tournait le film. Et là, je suis tombée amoureux fou de toi. Et tu es tombée amoureuse de moi. Souvent, nous nous sommes posés l'un à l'autre cette question d'amoureux. Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ? Nous comptions 1, 2, 3 et nous répondions ni toi ni moi, ensemble. Mon Dieu, comme nous étions jeunes et comme nous avons été heureux. À la fin du film, je t'ai dit « Viens vivre avec moi en France ». Et déjà tu m'avais dit « Je veux vivre près de toi en France ». Tu te souviens alors ? Ta famille, tes parents furieux. Et toute l'Autriche, toute l'Allemagne qui me traitait d'usurpateur, de kidnappeur qui m'accusait d'enlever l'impératrice. Moi, un Français qui ne parlait pas un mot d'allemand. Et toi, Poupée, qui ne parlait pas un mot de français. Nous nous sommes aimés sans mots au début. Nous nous regardions et nous avions des rires. Poupée, et moi j'étais Pépé. Au bout de quelques mois, je ne parlais toujours pas l'allemand, mais toi tu parlais français, et si bien que nous avons joué au théâtre, en France. Visconti faisait la mise en scène. Il nous disait que nous nous ressemblions, et que nous avions, entre les sourcils, le même V qui se fronçait, de colère, de peur de la vie, et d'angoisse. Il appelait ça le V de Rembrandt, parce que, disait-il, ce peintre avait ce V sur ses autoportraits. Je te regarde dormir. Le V de Rembrandt s'est effacé. Tu n'as plus peur. Tu n'es plus effrayé. Tu n'es plus aux aguets. Tu n'es plus traqué. La chasse est finie et tu te reposes. Je te regarde encore et encore. Je te connais si bien et si fort. Je sais qui tu es et pourquoi tu es morte. Ton caractère, comme l'on dit, je leur réponds aux autres que le caractère de Romy était son caractère. C'est tout. Laissez-moi tranquille. Tu étais violente parce que tu étais entière. Une enfant qui devint très tôt et trop tôt une star. Alors d'un côté,
Des caprices, des colères et des humeurs d'enfant toujours justifiées, bien sûr, mais avec des réactions imprévisibles. De l'autre côté, l'autorité professionnelle. Oui, mais il y a l'enfant qui ne sait pas très bien avec quoi elle joue, avec qui et pourquoi. Dans cette contradiction, à travers cette brèche, s'engouffrent l'angoisse et le malheur. Quand on est Romy Schneider et qu'on a la sensibilité, le tempérament à fleur de vie, à fleur de peau, qui était le tien. Comment leur expliquer qui tu étais et qui nous sommes, nous, les acteurs? Comment leur dire qu'à force de jouer, d'interpréter, d'être ce que nous ne sommes pas vraiment, nous devenons fous, perdus? Pour rester debout à peu près, comment leur dire que c'est si difficile, qu'il y faut une telle force de caractère, un tel équilibre? Mais cet équilibre, comment le trouver dans ce monde qui est le nôtre, à nous les jongleurs, les clowns, les trapézistes de ce cirque dont les projecteurs nous dorent de gloire? Tu disais, je ne sais rien faire dans la vie, mais tout au cinéma. Non, les autres ne peuvent pas comprendre ça. Que plus on devient un grand comédien, et plus on est maladroit à vivre. Garbo, Marilyn, Rita Hayworth, et toi. Et moi, je crie pendant que tu te reposes et que je pleure près de toi que non, 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 ce métier terrible n'est pas un métier de femme. Je le sais parce que l'homme que je suis est celui qui t'a le mieux connu, qui t'a le mieux comprise, parce qu'il est un acteur aussi. Nous étions de la même race, ma poupée. Nous parlions le même langage. Mais moi, je suis un homme. Ils ne peuvent pas nous comprendre, les autres. Les comédiens, oui. Les autres, non. C'est inexplicable. Et quand on est une femme comme toi, ils ne peuvent pas comprendre qu'on peut mourir de ça. Ils disent que tu étais un mythe. Bien sûr, mais oui. Mais le mythe, lui, c'est qu'il n'est que ça. Une façade, un reflet, une apparence. Il est roi, prince, héros, Sissi, Madame Anneau, la mouette, mais il rentre chez lui, le mythe, le soir. Alors, il n'est que Romy, rien qu'une femme, avec une vie mal comprise, mal reçue, mal écrite dans les journaux, assaillie et traquée. Alors il s'use, le mythe, dans sa solitude. Il s'angoisse. Et plus il est conscient, et plus il tombe, à doses plus ou moins répétées, dans les béatitudes de l'alcool et des tranquillisants. Ça devient habitude, puis règle, puis nécessité. Puis c'est irremplaçable, et le cœur, usé, s'arrête, parce qu'il est trop las de battre. Il a été trop malmené et bousculé, ce cœur qui n'était que celui d'une femme, le soir, assise devant un verre. Que le désespoir que t'a causé la mort de David t'a tué. Non, il se trompe. Il ne t'a pas tué. Il t'a achevé. Vrai que tu disais à Laurent, ton dernier et merveilleux compagnon, j'ai l'impression que j'arrive au bout du tunnel. Vrai que tu voulais vivre, que tu aurais aimé vivre. Vrai pourtant que tu es arrivé au bout du tunnel samedi, à l'aube. Que tu as été seul à savoir, lorsque ton cœur s'est brisé, que c'était là, le bout du vrai tunnel. Je t'ai créé au hasard, sans ordre, ma poupée si agressive, si écorchée. Tu n'as jamais pu accepter et comprendre le jeu de ce métier de femme publique que tu avais choisi et que tu aimais. Tu ne comprenais pas que tu étais un personnage public et que cela avait une telle importance. Tu refusais le jeu, tous les jeux auxquels cette profession expose. Tu te sentais attaqué, percé, violé dans ton intimité. Tu étais toujours sur tes gardes comme un animal poursuivi, forcé comme on le dit d'une biche. Et toi, tu savais que le destin d'une main t'ôtait ce qu'il te donnait de l'autre. Nous avons vécu plus de 5 ans l'un près de l'autre. Toi avec moi avec toi, ensemble. Puis la vie. Notre vie qui ne regarde personne nous a séparés. Mais nous nous appelions souvent. Oui, c'est exactement ça. Nous nous lancions des appels. Ensuite, en 1968, ce fut la piscine. Nous nous sommes retrouvés pour travailler. Je suis allée te chercher en Allemagne. J'ai connu David, ton fils.
Après notre film, tu es ma sœur, je suis ton frère. Tout est pur et clair entre nous. Plus de passion, mieux que cela. Notre amitié de sang, de ressemblance et de mots. Et puis ta vie, et sur tes traces, le malheur et l'angoisse. Angoisse. Ils diront, les autres, quelle actrice, quelle tragédienne. Ils ne savent pas que tu es cette tragédienne au cinéma, parce que tu l'es dans ta vie et que tu le payes très cher. Ils ne comprennent pas que les drames de ta vie personnelle rejaillissent sur l'écran plus tard dans tes rôles. Ils ne peuvent pas deviner que tu es bonne et géniale au cinéma, parce que tu vis la tragédie à côté, que tu es bouleversante, parce que tu éclaires les reflets de tes drames personnels, que tu ne rayonnes que parce qu'ils te brûlent. Oh, ma poupée, ce travail de douleur. Est-ce que j'ai vécu avec toi ou à côté de toi? Jusqu'à la mort de David, pourtant, il y a le métier qui t'a tenu la tête hors de l'eau. Puis, David est parti. Le métier n'a plus suffi. Alors je n'ai pas été étonnée quand j'ai appris que toi aussi tu t'en étais allé. De quoi ai-je été étonnée? De ton non-suicide. Et que ton cœur ait craqué, non. J'ai dit, c'était ça, au bout du tunnel. Je te regarde dormir. Wolfie, ton frère et Laurent entrent dans la chambre. Je parle avec Wolfie. Nous nous souvenons de cette maison que j'avais à la campagne, des Dobermans qui te faisaient si peur. Nous nous souvenons encore. C'était il y a 25 ans en Bavière, dans un petit village. Wolfie avait 17 ans, moi 23, et toi 20 seulement. Nous avons ri quand on nous a annoncé la visite de la présidente du fan club Robbie Schneider en France. Nous avons vu arriver une grande jeune fille avec des lunettes timides et qui s'appelait Bernadette. Quand nous sommes revenus à Paris, nous lui avons téléphoné. Elle est devenue notre secrétaire pendant 6 ans. Elle est toujours la mienne depuis 22 ans maintenant. Je te regarde dormir. Hier encore, tu étais vivante. C'était la nuit. Tu as dit à Laurent, comme vous rentriez à la maison, « Va te coucher, je te rejoindrai tout à l'heure. Moi, je reste un peu avec David en écoutant de la musique. » Tu disais cela chaque soir, que tu voulais rester seule avec le souvenir de ton enfant mort avant de te coucher. Tu t'es assise, tu as pris du papier et un crayon, et tu t'es mise à tracer des dessins pour Sarah. Tu dessinais pour ta petite fille lorsque ton cœur t'a fait si mal, soudain, si belle. Belle, riche, célèbre, que te fallait-il de plus? La paix, un peu de bonheur. Je te regarde dormir. Je suis de nouveau seule. Je me dis, tu m'as aimé, je t'ai aimé. J'ai fait de toi une Française, une star française. De ça, oui, je me sens responsable. Et ce pays que tu as aimé à cause de moi est devenu le tien, la France. Alors Wolfie a décidé et Laurent lui a dit que tu aurais voulu cela, que tu resterais ici et que tu te reposerais pour toujours dans la terre de France. À Boissy. Dans quelques jours, ton fils, David, viendra te rejoindre. Dans un petit village où tu venais de recevoir les clés d'une maison. Là, tu voulais vivre près de Laurent, près de Sarah, ta fille. Là, tu vas dormir pour toujours, en France. Près de nous, près de moi. Je me suis occupée de ton départ à Boissy pour soulager Laurent et ta famille. Mais je n'irai ni à l'église ni au cimetière. Wolfie et Laurent me comprennent. Toi, je te demande de me pardonner. Tu sais que je n'aurais pas pu te protéger de cette foule, de cette tourmente, si avide de spectacles et qui te faisait si peur, qui te faisait trembler. Pardonne-moi. J'irai te voir le lendemain. Nous serons seuls. Ma poupée, je te regarde encore et encore. Je veux te dévorer de tous mes regards et te dire encore et encore que tu n'as jamais été si belle et si calme. Repose-toi. Je suis là. J'ai appris un peu d'allemand près de toi. Ich liebe dich. Je t'aime. Je t'aime, ma poupée.
Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.